Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femmes à part, podcast dans lequel aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Marie. Bonjour Marie. Bonjour Thérèse. Alors c'est une Marie différente, il y a beaucoup de Marie ces derniers temps sur les podcasts, mais ça n'est pas la même. Marie est là aujourd'hui, elle a gentiment accepté de venir parler de son parcours, de son expérience plutôt avec des personnes assez mal intentionnées, on va dire. Et elle va pouvoir nous parler un petit peu de ce qui s'est passé, pourquoi, ce qu'elle aurait peut-être pu voir ou ce qu'elle voit maintenant avec le recul. Tout ça pour vous sensibiliser au sujet des personnes toxiques, manipulatrices, perverses narcissiques. On en parlera surtout le mois prochain, puisque le mois d'octobre va être consacré vraiment à cette thématique. Mais d'ores et déjà, ce mois-ci, je voulais vraiment partager avec vous le parcours de Marie, puisque c'est un peu aussi, je vous l'expliquerai dans une semaine, quand je vous présenterai la thématique, c'est aussi ce qui a inspiré cette thématique, justement, et tous les témoignages que je vous ai demandés sur les personnes toxiques ou manipulatrices de façon générale, sans donner forcément un terme particulier. Mais c'est parce que justement, on s'est retrouvées toutes les deux un petit peu par hasard que voilà, que ça nous a donné envie d'enregistrer ce témoignage, d'en enregistrer d'autres également, puisque j'avais fait un appel à témoignages. Il y aura des témoignages écrits, il y aura des témoignages en podcast. Je vous expliquerai tout ça vendredi prochain. Mais pour le moment, nous allons parler avec Marie donc de son parcours. Peut-être tu peux commencer par te présenter rapidement, et puis ensuite on parlera un petit peu de ce qui s'est passé dans ta vie ces derniers temps. Oui, alors je m'appelle Marie, du coup j'ai 6 ans et je suis maman de deux enfants, deux petits garçons. Voilà. Et alors justement, on a eu un peu une rencontre, on va dire. Alors j'ai dit qu'on s'est un peu retrouvés par hasard, mais c'est pas tellement le hasard. C'est que en fait, tu m'as contacté il y a quelques mois maintenant parce que tu as eu une assez mauvaise expérience, on va dire, dans ton mariage par rapport à ton mari et à la famille donc de ton mari. Et il se trouve que ce sont des personnes que moi j'ai fréquentées pendant une dizaine d'années. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres podcasts que j'avais été sous l'emprise d'une personne qui était perverse narcissique. Et il se trouve que donc c'est dans cette même famille. Et donc tu as voulu me contacter pour peut-être partager nos expériences, tout en sachant qu'en fait, étant donné que j'avais vécu, alors pas la même chose, mais en tout cas certaines choses similaires, mais en tout cas avec les mêmes personnes, que ça te permettait d'avoir quelqu'un qui allait te comprendre, parce que ce que je trouve extrêmement difficile quand on est victime ou de pervers narcissiques ou de personnes manipulatrices, toxiques, etc. Il n'est pas toujours facile de l'expliquer aux autres, à des personnes qui ne l'ont pas vécu, parce que parfois ça peut paraître des détails, des choses pas si graves. Les gens ont parfois du mal à saisir l'importance de l'emprise et pourquoi t'es pas parti, si vraiment la personne était toxique, comment tu as pu accepter ces choses-là, etc. Et c'est vrai que en général, c'est seulement quand on l'a vécu qu'on arrive vraiment à comprendre cette thématique de l'emprise. Voilà comment tu es rentré en contact avec moi et comment on a pu échanger là-dessus. Et puis, ce qui m'a permis aussi de te mettre en contact avec la profileuse, donc Patricia, qui travaille maintenant pour Femme à part. Si le sujet vous intéresse, je vous mettrai en barre d'infos le lien avec toutes les offres qu'elle propose pour vous aider. En tout cas, toi, elle a pu t'aider aussi, du coup, avant même que les services. Enfin, c'est ce qui nous a donné aussi envie avec Patricia de mettre les services en ligne et de façon un peu plus publique, on va dire, pour pouvoir aider plus de personnes. Mais voilà un petit peu juste vite fait pour l'historique de nous deux et de comment on s'est connus toutes les deux. Et bah, peut-être que je vais te laisser nous dire un peu en quelques mots ou un peu plus détaillé, nous raconter un petit peu comment tu as compris qu'il y avait un problème dans ton mariage, quels étaient un peu les problèmes, comment tu as compris que c'était pas toi le problème, qu'il y avait vraiment quelque chose d'irréversible, de très grave, etc. Euh, voilà, comment tout ça s'est passé. Je te laisse raconter ton histoire.
Oui, alors pour rétablir le contexte, c'est vrai que je suis catholique pratiquante et donc j'ai rencontré le père de mes enfants à un moment où j'étais vraiment très vulnérable et pleine de bonne volonté, on va dire un peu naïve et insouciante, avec l'envie de me reconstruire et d'entamer une relation pour bien évidemment aboutir au mariage en tant que catholique. Et puis construire ma famille, avoir des enfants, etc. C'était vraiment ce que je voulais et qui me tenait énormément à cœur depuis longtemps. J'ai rencontré donc le père de mes enfants très jeune. J'étais en train de faire mes études à ce moment-là. J'avais pas encore 20 ans. Et, euh, et donc voilà, comme je l'ai dit, c'était vraiment un moment de ma vie, une période où j'étais extrêmement vulnérable. J'avais perdu mon père quelques années avant. Et j'étais malheureusement tombée dans une relation juste avant de connaître le père de mes enfants, très toxique aussi. Et du coup, voilà, j'étais en pleine reconstruction, mais pas de la bonne manière. Et donc, c'est une personne qui a été très gentille avec moi au départ, vraiment, qui m'a étonnée par son extrême gentillesse. J'avais l'impression de me sentir enfin comprise. Je suis vraiment tombée. Je me suis sentie très proche de lui de par sa grande compréhension, grande sensibilité, voilà, une extrême gentillesse avec moi. Et en fait, on s'est mariés très très rapidement. Lui a voulu qu'on se marie très rapidement. J'ai accepté parce que j'étais vraiment, je pense pouvoir le dire à ce moment-là, complètement sous emprise et surtout tellement vulnérable que j'avais pas forcément le recul ni le sens critique nécessaire pour pouvoir me dire que voilà, il fallait laisser un petit peu plus de temps à notre relation, pouvoir se connaître, etc. Donc voilà, moi j'ai accepté un mariage extrêmement rapide en me disant que voilà, j'avais l'impression d'avoir quelqu'un de bien en face de moi, de construit, qui avait sa vie professionnelle, qui pouvait assumer un foyer, etc. Et à ce moment-là, j'ai vraiment rien vu venir. Je me disais, bon, il est catholique, on est sur la même longueur d'onde de ce qui me paraît, voilà, de ce qu'il apparaissait à ce moment-là. Donc, j'ai accepté le mariage et Je me permets de préciser une chose, étant oui, donné oui, bien sûr. que je connais ton histoire dans les détails. Je pense qu'il y a aussi l'influence de la famille, qui fait, enfin de sa famille, Voilà. hein, pas de la tienne, mais Mm. qui peut aussi expliquer ce mariage un petit peu précipité, parce que peut-être que les gens, en écoutant, se disent tiens, c'est un petit peu bizarre, pourquoi se marier si rapidement, etc. Bon, il y a aussi l'influence de la famille, enfin de ton ex-belle-famille, on va dire, qui n'est pas forcément bonne non plus, et une certaine pression qui est mise, voilà, pour que vous vous mariez rapidement, et on comprendra pourquoi après, mais voilà. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Il y a eu peu de temps avant le mariage, donc tout s'est passé très rapidement, en quelques mois, et j'ai rencontré la belle famille. Et en fait, à ce moment-là, moi, je viens d'une famille, très petite famille, j'ai juste une sœur. Mes parents ont été convertis très très rapidement, donc j'ai pas forcément grandi. J'ai beaucoup côtoyé les milieux catholiques, j'ai grandi dedans, mais voilà, pas forcément avec les obligations ou avec la transmission des obligations en ce qui concerne le mariage. Je sais que dans les familles catholiques, souvent, voilà, il y a la période des fiançailles, qui est le temps qui doit être respecté, etc. Moi, pour moi, c'était pas forcément choquant à ce moment-là. Et surtout, voilà, il y avait la belle famille que j'ai rencontrée avant le mariage. Et en fait, il y a eu énormément de pression juste avant le mariage. Ça aurait dû être un red flag pour moi. Et en fait, ça ne l'a pas été parce que dans mon esprit, je me disais que peu importe la belle famille, de toute façon, c'est avec le futur père de mes enfants que je me marie. Donc même si la belle famille peut paraître un peu extrême sur certains points ou beaucoup, eh bien voilà, je me disais vraiment que j'étais dans le déni, on va dire, et les choses ont été tellement rapides et la pression tellement forte que je me suis sentie complètement submergée.
comme dans un cercle vicieux en fait duquel on peut pas sortir et de me dire aussi que je m'étais engagée, qu'il fallait pas que je me désengage. Voilà, ça a été beaucoup de trop rapide dans ma tête, ce qui fait qu'il y a eu des red flags avant le mariage et en fait je ne les ai pas écoutés. Et je sais pas si on, oui, on en parlera peut-être après, Thérèse, mais un petit peu de, comment dire, de certaines positions qu'on peut avoir parfois en tant que femme ou peut-être en tant qu'homme. Je sais pas trop si les hommes fonctionnent comme nous, mais qui font que on est plus ou moins, on peut être plus ou moins en proie à ce genre de pression, à ce genre de comportement, et on peut être plus ou moins en fonction des caractères dans le déni aussi à excuser beaucoup de les comportements qu'on voit mauvais au lieu de les accepter et de dire que voilà, ça devrait être un red flag, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille et nous faire réfléchir. Moi, j'ai beaucoup été dans dans les excuses, c'est pas grave, à excuser tel ou tel comportement. Peut-être que cette personne a eu une vie difficile ou peut-être qu'elle a eu ça qui puisse expliquer ça, etc. Là, ça paraît très général, mais je pense que c'est important aussi de pas toujours en fait excuser les comportements et ben, en tant que catholique aussi, je pense qu'on peut se servir beaucoup de la religion pour dire que voilà, on doit excuser, mais je pense qu'il y a aussi des limites à pas dépasser et c'est très très important d'écouter son instinct en fait et de se dire que voilà, quand on sent que quelque chose ne va pas, il faut l'écouter, il faut pas le repousser. Ouais, Donc voilà. j'avais une conversation avec mon confesseur là-dessus. Enfin, c'était par rapport à une autre personne, hein, rien à voir avec cette histoire-là. Mais je culpabilisais, parce que bah, je pense que c'est un peu nos caractères, quoi. On va très vite culpabiliser, on veut pas juger les personnes, on veut toujours leur laisser une seconde chance, comme tu dis, se dire, bah oui, mais peut-être qu'il a vécu quelque chose de difficile, peut-être que cette personne n'a pas fait exprès, peut-être qu'elle ne se rend pas compte, etc. Et j'en avais discuté avec mon confesseur parce que j'avais du mal à prendre une décision et concernant une personne toxique. Et il m'a dit, et entre autres, je lui disais, bah oui, mais ça se trouve, cette personne, elle ne se rend même pas compte qu'elle est en train de faire du mal. Et le prêtre m'a répondu et il m'a dit, ça n'est pas important. L'important, c'est que la personne, objectivement, elle pose un acte qui est mauvais. Et donc, vous avez le droit de réclamer réparation ou de considérer voilà, que c'est mal, etc. Mais en tout cas, les actes posés sont objectivement mauvais, quelle que soit l'intention de la personne derrière, que ce soit volontaire ou non. En fait, on a le droit de mettre des limites. Je pense que c'est ça qu'il est important de rappeler. Alors, ça ne veut pas dire que si quelqu'un pose un acte mauvais ou que tout de suite on doit l'enlever de notre vie, qu'on doit le repousser, qu'on doit être méchante, ceci, cela. Mais en tout cas, on n'est pas obligé d'accepter cette attitude ou cet acte mauvais à notre encontre, quelle que soit l'excuse, l'histoire, ouais, c'est ça, l'histoire de la personne, ce qu'elle a vécu, pourquoi elle a fait ça, etc. Même si par exemple quelqu'un est très 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 en colère ou très 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 fatigué et va donc, je sais pas, vous insulter, et ben ça n'est pas normal. Alors ça veut pas dire qu'on ne peut pas quand même avoir un petit peu d'indulgence ni quoi que ce soit, mais en tout cas, il faut prendre conscience que ce que tu as fait envers moi, c'était mauvais. Hausser le ton ou faire ceci, faire cela, je ne l'accepte pas et je ne l'accepterai plus à l'avenir. Après, on peut quand même avoir de l'indulgence, etc. Mais apprendre en tout cas à mettre des limites et à ne pas toujours être en train d'excuser. Et puis comme tu dis avec quand on est catholique, on a aussi cette tendance à vouloir être toujours extrêmement charitable, etc. Et comme me l'a dit le même prêtre, la charité c'est la justice et la justice c'est la charité. Donc il faut pas, les deux sont inséparables et on peut pas toujours se dire je suis gentil, je suis gentil, je suis gentil. Enfin, il y a aussi la justice et la justesse et la vérité qui comptent. Voilà pour ce que je pouvais ajouter par rapport à ça. Oui, et puis je trouve que c'est très important ce que tu relèves par rapport aux limites et puis aussi, bon, charité bien ordonnée, on le sait, commence par soi-même. Et je pense qu'en fait, on pourrait éviter de tomber dans ces pièges et dans ce type d'emprise si on posait les limites dès le départ. Et je pense que c'est très très important à cerner. Je pense que les premières proies et les premières victimes qui ont aussi leur part de responsabilité, moi j'estime que j'ai largement ma part de responsabilité.
bien évidemment. Par contre, je pense que voilà, ce sera vraiment des personnes qui auront tendance à ne pas poser les limites, à accepter beaucoup plus que ce qu'elles devraient. Et c'est aussi un tort, bien évidemment, parce que on le fait avec une bonne intention, on le fait parce qu'on veut pas faire souffrir l'autre, on le fait parce que voilà, on a peur de blesser, mais en attendant, on s'oublie nous-mêmes et on oublie le respect qu'on se doit à nous-mêmes, encore plus en tant que catholique. Et je pense que ça préviendrait beaucoup, beaucoup de torts et que ça pourrait protéger énormément de femmes ou d'hommes qui pourraient vivre ça, d'apprendre vraiment à poser les limites et à poser dès le départ ce qui est acceptable ou non, peu importe le contexte, peu importe face à qui on se trouve. Voilà. Et moi, je sais que ça m'aurait vraiment sauvée si dès le départ, dès que j'avais remarqué que quelque chose ne va pas, peu importe l'autorité en face de moi, en fait, de dire non, ça, ce n'est pas acceptable. Mais je Donc, pense que voilà. c'est peut-être aussi qu'on a peur. On a peut-être, tu disais peur de blesser l'autre ou quoi que ce soit. Oui, Je pense qu'il y a peut-être aussi la peur de perdre l'autre, en fait. Comme mine de rien, enfin, c'est ça qui est très compliqué avec l'emprise, mais mine de rien, en général, c'est des personnes qu'on aime beaucoup. Et donc, on a aussi peur de les perdre, en fait, et de se dire, bah, si j'ose dire quelque chose avec beaucoup de politesse, mais comme tu le dis, voilà, je suis désolée, ça, je n'accepte pas, je n'accepterai plus, c'est la dernière fois que tu fais ça, ou voilà, je sais pas, les insultes, les pressions, les calomnies, enfin peu importe, quoi que ce soit, le chantage, la jalousie, des crises horribles, enfin voilà, ça peut être plein de choses. Bah ça, en fait, je ne l'accepte pas. Et en fait, ce qu'il faut que vous gardiez en tête pour les personnes qui peut-être nous ressemblent au niveau caractère et qui se font avoir facilement, dites-vous que si une personne est vraiment une bonne personne, si vous lui dites les choses calmement et avec beaucoup de respect, mais juste, écoute, ça, je suis désolée, faudrait vraiment qu'on trouve, qu'on fasse autrement, ça va pas être possible, ça, je n'accepte pas ce genre de comportement. Il se peut que la personne, voilà, c'était vraiment un petit écart, comme ça peut arriver à tout le monde. Nous aussi, on a nos défauts, hop, 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 on en discute, on s'améliore, on fait attention à ce que ça ne se reproduise pas à l'avenir, chacun travaille sur ses défauts, pas de souci. Et par contre, si c'est une personne toxique, effectivement, elle risque de ne pas apprécier, parce que ce sont des personnes qui n'apprécient pas que vous mettiez des limites, que vous vous défendiez et que vous ne vous laissiez pas culpabiliser ou avoir ni quoi que ce soit. En général, ces personnes vont d'elles-mêmes partir de votre vie. Moi, j'ai eu encore l'expérience il n'y a pas très longtemps quand j'ai voulu mettre des limites sur un mauvais comportement d'une personne, mais en le faisant mais vraiment avec beaucoup, beaucoup de douceur, beaucoup de charité, beaucoup d'explications, etc., en disant que j'avais de la peine, que vraiment c'était dommage, etc. Et ben la personne m'a claqué la porte, mais du jour au lendemain, elle est sortie de ma vie parce qu'elle a compris que c'était fini en fait et que je n'accepterais plus des comportements qui dépassaient les limites. Donc gardez-le en tête peut-être de vous dire, euh, si j'ai peur de perdre la personne, c'est peut-être aussi un signe d'alarme et de se dire, bien sûr, on peut avoir peur de perdre les gens qu'on aime, hein, mais dites-vous que si vous avez une relation qui est saine, il n'y a aucune raison que la personne parte en courant juste parce que vous avez une bonne communication, une bonne discussion sur tel ou tel sujet. Et vous, si votre, je sais pas, votre sœur, votre collègue, votre conjoint, peu importe qui, vous faisait une remarque gentiment en vous disant, écoute, telle chose me dérange un petit peu ou je ne sais quoi, bon bah voilà, il faudrait aussi être capable de se remettre en question, de s'améliorer, et puis quand c'est quelque chose de justifié, évidemment. Mais gardez ça en tête qu'une relation saine, on n'a pas peur de perdre l'autre. Enfin, pas peur, dans le sens, on n'a pas peur de... Il faut pas se taire en se disant, sinon je vais perdre l'autre, quoi. Voilà ce que je voulais préciser. oui, vraiment, je te rejoins complètement, Thérèse. Et en plus, vraiment sur des petites choses insignifiantes, hein. Parfois, ça peut être une peur de perdre l'autre pour avoir relevé un petit détail, quelque chose de pas si grave que ça. Donc, je pense que ça doit faire partie aussi des alarmes, des petites sonnettes d'alarme dans l'esprit, de se dire que voilà, quand on est face à une situation où on ressent ça, c'est qu'il y a un souci, parce qu'une personne saine et équilibrée ne fera jamais sentir ça à l'autre. Et je pense aussi que c'est une des particularités des personnes qui présentent un profil de perversion narcissique, de vraiment jouer sur ce sentiment de culpabilité et de mal-être chez l'autre. C'est ce qui permet aussi d'avoir une emprise sur l'autre. Et donc voilà, je pense vraiment que c'est très très important à garder à l'esprit et que quand le sentiment est là, si on voit qu'on n'arrive pas à discuter avec la personne en face et qu'elle ne se remet pas en question, c'est que voilà,
ça doit faire partie des signes. Ouais, ça a du mal un petit peu à capter, je pense. Je ne sais pas si les gens nous entendent bien. On va voir si on te, si on te récupère. Si on te récupère au bout d'un moment, mais je pense que tu avais terminé ce que tu voulais dire, donc sur les signes où il faut vraiment faire attention et en fait, de façon générale, quand on se sent mal dans une relation et qu'on n'arrive pas à communiquer, ça peut être aussi un signal d'alarme. Peut-être est-ce que tu peux nous raconter un peu plus, voilà, à part le mariage en soi, donc qui s'est fait très rapidement, avec beaucoup de pression, etc. Mais jusque-là, a priori, c'était quand même un garçon gentil, on va dire, plutôt gentil en tout cas. Quand est-ce que, je sais pas, quand est-ce que son vrai visage s'est révélé ou quand est-ce que tu as senti qu'il y avait vraiment un problème? Est-ce que tu as peut-être des exemples à nous donner? Oui, alors n'hésite pas à me dire si tu m'entends ou Là, c'est pas. bon. Est-ce que Oui, oui. D'accord, parfait. Voilà. Alors en fait, au fur et à mesure, au fur et à mesure du temps, après le mariage, au tout départ, donc la belle famille était extrêmement présente, si ce n'est tout le temps présente, et très ingérante dans la vie de couple. Donc on n'avait vraiment pas de moment tous les deux. Et au départ, je comprenais pas pourquoi leur fils était vraiment considéré comme, enfin, il devait vraiment être toujours assisté de ses parents. Donc au départ, ça a créé en moi un sentiment un peu de révolte, de me dire qu'est-ce qui se passe. Et puis au fur et à mesure du temps, j'ai compris que voilà, les relations familiales étaient extrêmement malsaines. Et donc les premières choses qui se sont mal passées, on va dire, c'était vraiment avec la belle famille. Ce qui peut paraître étrange, mais comme je l'ai dit, ils étaient vraiment toujours présents. Donc en fait, c'est comme si j'étais aussi mariée avec eux d'une certaine manière. On vivait dans la même maison. Voilà, tout était partagé. Et ça, pareil, j'y avais pas du tout été préparée. Bon, finalement, je me suis dit, c'est peut-être pas plus mal. J'ai trouvé encore des excuses. C'est bien d'avoir la famille qui est proche. C'est bien de pouvoir garder les liens familiaux. Moi, c'est pas quelque chose que j'avais eu la chance de connaître. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est pas forcément mauvais en soi, sauf que ça a complètement dépassé les limites de ce qui est acceptable avec des colères incessantes, des insultes, privation de toute liberté de penser, d'agir. Enfin, ça a été vraiment extrêmement loin. Et donc, je trouvais toujours des excuses. Et le père de mes enfants ne me protégeait absolument pas de cette influence très malsaine de ses parents. J'étais absolument pas protégée. Donc, au départ, j'excusais tout. Et puis, finalement, avec les années qui sont passées, j'ai commencé à me dire qu'il y avait un réel souci. Je suis quelqu'un déjà de nature qui arrive à encaisser beaucoup et c'est pas du tout. Enfin, je pense qu'avec le recul, c'est un défaut. Ça peut être une qualité sous certains aspects, mais c'est un défaut aussi parce que j'ai tendance à excuser tout le temps et à trouver des raisons à tout, même des mots très graves. Donc voilà, je trouvais toujours des excuses au comportement. J'ai laissé les années passer et à un moment donné, j'ai eu vraiment un électrochoc de me dire c'est quand même très grave que je ne sois pas protégée par le père de mes enfants de tout ça, sachant que lui aussi était victime de débordements, hein. Je le précise, je n'étais pas la seule victime. Et en fait, au fur et à mesure du temps, après beaucoup de discussions avec lui, on a réussi à prendre du recul avec sa famille, à mettre un peu de distance. Mais bon, quand je dis un peu de distance, c'était juste vivre séparément, mais à se voir quand même presque tous les mois, si ce n'est plus. Et donc, en fait, les violences psychologiques, verbales, sous toutes leurs formes continuaient. Et en fait, le père de mes enfants a commencé à ce moment-là à se retourner contre moi et à m'accuser en fait de tous les maux desquels il pouvait souffrir de par son père. En fait, ça s'est retourné contre moi et à partir de ce moment-là, ça avait déjà commencé quelques années auparavant, mais c'était par bribes, c'était par moments, beaucoup de violences physiques et psychologiques. Et à partir de ce moment, vraiment, là, ça s'est amplifié et c'est devenu quotidien. Vraiment.
C'était insoutenable, invivable. Et moi, pareil, je l'excusais beaucoup. Je me disais, il est victime de son père, c'est pas de sa faute. Voilà, il se rend pas compte de ce qu'il fait, etc. Sauf que, à force de laisser passer les années, d'un point de vue psychologique, c'était vraiment la foi qui me tenait et la prière. Et ça, je le précise parce que je suis persuadée qu'aujourd'hui, je ne serais pas là sans la foi et la prière. Vraiment parce que j'ai touché le fond, à ne plus vouloir vivre, à vraiment ne plus trouver aucun sens à ma vie, alors que mon rêve avait toujours été d'être maman, de me donner pour mes enfants, d'avoir une grande famille. Et en fait, je trouvais plus du tout le sens de ma vie. Il avait réussi à me faire douter de moi, de ma féminité, de mes capacités sous toutes leurs formes. J'étais vraiment, à ses yeux, bonne à rien, la pire des personnes. Et en fait, il avait réussi à m'en persuader moi aussi. Et en fait, à rejeter, à déverser toute sa souffrance, tout ce qu'il vivait à lui, tout ce que lui vivait à l'intérieur de lui, à le déverser sur moi. Et donc voilà, ça a été extrêmement loin jusqu'au jour où, après une prière au bon Dieu, un appel au secours, j'ai eu un électrochoc et je me suis dit, est-ce que j'ai le droit d'accepter tout ça? Est-ce que j'ai pas le devoir de me protéger de tout ça pour mes enfants? Parce qu'en fait, là, si ça continue, je serai plus là pour eux. Je vais plus pouvoir continuer comme ça. Donc, en fait, ça m'a énormément sauvée de commencer à en parler. Alors, voilà, j'ai pas, c'est quelque chose en plus que je gardais complètement pour moi. Donc, personne n'était au courant, malgré que ça ait duré des années et des années. Ma famille proche n'était absolument pas au courant. Et en fait, la parole est vraiment libératrice parce que je me suis fait accompagner par une psychologue qui m'a énormément aidée à prendre conscience sur plein de choses et notamment dans l'importance de poser les limites et dans la gravité aussi du fait que voilà, si la personne en face n'accepte pas ces limites qui sont des limites saines et normales, c'est vraiment qu'il y a un problème. Et donc voilà, au fur et à mesure du temps, j'ai eu cet électrochoc. Après avoir, j'essaye de passer assez rapidement et je veux pas non plus m'éterniser à rentrer dans les détails, mais voilà, c'est un jour, je me suis dit, après une ultime menace, que j'allais perdre ma famille, après voilà, avoir été enfermée dans ma propre maison. Enfin, ça a été extrêmement, extrêmement loin. J'ai vu la haine dans le regard du père de mes enfants. J'ai senti qu'en 2 secondes, tout pouvait s'arrêter. J'en étais arrivée à plus me nourrir du tout. J'arrivais plus à manger tellement c'était allé loin. Et donc voilà, là ça a été le déclic après cet appel au secours au bon Dieu et je me suis dit il faut que je parte et que je me retourne pas. Il faut que je prenne mes enfants et que cette situation s'arrête. Et en fait, c'est vraiment mes enfants qui ont été le moteur là-dedans, de me dire, moi j'étais entre guillemets, il y avait plus que la foi qui me tenait, mais j'étais plus du tout attachée à la vie. Par contre, j'ai eu cet électrochoc qui me disait, mais tes enfants ont besoin de toi, tu as le devoir d'être là pour eux, c'est ton devoir de mère chrétienne. Tu peux pas en fait aller jusqu'à ce stade-là. Et voilà, ça a été vraiment, vraiment le déclic pour moi à ce moment-là, de me dire qu'il fallait mettre un terme à ça et que de toute façon, après beaucoup d'essais, de discussions, de conversations pour essayer d'évoluer, de faire changer les choses, de voir qu'en fait, à chaque fois, je me heurtais à un mur et qu'il n'y avait aucune remise en question et qu'en fait, je n'étais pas le problème et que la situation ne s'améliorerait pas. Je pense qu'on a toujours aussi l'espoir en tant que catholique et c'est normal ou même peut-être en tant que femme, que la situation s'améliore, qu'on puisse redémarrer à zéro. Et en fait, avec ce type de personnalité, ça ne se passe jamais. C'est vraiment, c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment prouvé psychologiquement. Alors bien évidemment, j'espère de tout mon cœur que cette personne un jour ouvre les yeux et change pour le bien de son âme. Par contre, je pense que voilà, d'un point de vue purement humain, les psychologues le disent, c'est des personnes en fait qui ne se remettent jamais en question. Donc en fait, il n'y a pas de changement possible et on peut pas espérer que ça aille mieux. Donc c'est soit on y laisse la vie, soit en fait il faut protéger les enfants de ça et prendre une décision. Et le mieux c'est de pouvoir s'apercevoir des red flags bien avant, bien sûr. Voilà. Tu vois, pour ce que tu dis est très important parce qu'il y a des profils. Alors, toi, en l'occurrence, dans ton cas, il me semble qu'il n'y avait pas vraiment d'amélioration, en fait.
Oui, non, au Mais contraire. c'est vrai il y a des personnes, pour le coup, qui réussissent, des personnes toxiques qui réussissent quand ils sentent que la personne commence à mettre des limites ou commence à s'éloigner, ou, voilà, ou prend des distances, etc. Il y en a qui arrivent quand même à, en façade, je dis bien en façade seulement, faire semblant un petit peu de se remettre en question, de s'adoucir, d'être moins violent psychologiquement, de faire moins de crises ou moins violent physiquement, etc. Et du coup, ça donne de l'espoir à la personne, surtout quand on est marié à l'église, etc. Et que, évidemment, on ne prend pas du tout la séparation des corps, on ne la prend pas du tout à la légère. Et ça ajoute encore des choses à l'équation, on va dire. Mais effectivement, on peut avoir cette tendance à se dire, non, mais c'est bon, allez, là, on a eu une bonne discussion. Là, la personne, elle va changer, c'est évident. Alors, bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut laisser aucune chance. Par contre, vous laissez une chance, deux chances, trois chances. Si vous avez identifié le profil de la personne, à un moment donné, voilà, à voir ou en tout cas à prendre cette décision en toute connaissance de cause et en sachant qu'en fait la personne ne changera jamais. Ça, c'est super important. Après, ça dépend si c'est votre mari ou pas, si vous avez des enfants ou pas, si c'est une collègue, si c'est quelqu'un de la famille. Ça va dépendre des situations. Évidemment, on ne peut pas donner des généralités pour tout le monde. Et je voulais ajouter autre chose par rapport à ce que tu disais. Ah oui, c'était le fait que tu disais que quasiment personne de ta famille, de tes amis, vraiment à toi, n'était au courant. Bah, bien sûr, tu faisais bonne figure, etc. Ça, c'est Ouais. totalement compréhensible. Mais peut-être un red flag, quelque chose qui peut vous alerter, c'est le fait, évidemment, on n'est pas obligé d'étaler tous ces problèmes de couple en long et en large et en travers auprès de tout le monde. Par contre, si vraiment vous sentez que vous avez peur de parler, parce que c'est pas normal d'avoir peur de parler de ce qui vous arrive à quelqu'un de proche. Je dis bien à quelqu'un de proche. Vous étalez votre vie intime sur la vie publique, sur la place publique. Ça n'est pas l'objet de ce que je dis, mais se confier à votre meilleure amie, à votre maman, enfin vraiment à une personne qui est hyper proche de vous et voilà, juste pour, oh là là, c'est difficile en ce moment, je ne sais pas quoi, pas pour critiquer, mais voilà, juste ouvrir votre cœur, vous décharger un peu, peut-être avoir des conseils, du soutien, etc. Si vous avez peur de faire ça, si vous, c'est sûrement, en tout cas, je pense que c'était ton cas et le mien, c'est qu'en général, on sait, rien que le fait de le verbaliser et de mettre des mots dessus, on sait que ça n'est pas une situation normale. Et le fait d'en parler, juste de décrire les choses, on sait que, en fait, on sait que la personne en face va tout de suite se rendre compte en fait qu'il y a un problème et on n'a pas envie, on a tellement envie d'excuser les personnes qui nous font du mal, etc., etc. On a du mal à mettre des limites et en fait, on sait que si on en parle et si les personnes voilà, nous écoutent et nous conseillent, on sait que les personnes vont nous dire que ça n'est pas normal et qu'il faut évidemment agir et faire quelque chose. Et c'est peut-être ça qui nous fait peur aussi. On sait que ça va nous renvoyer une image de nous-mêmes, bah, comme quoi on n'a pas mis assez de limites et qu'il fallait vraiment agir. Et, euh, et ça nous fait peur aussi de devoir prendre certaines décisions, je pense. Donc attention, red flag aussi, si vous sentez que vous avez vraiment très très peur de parler. Ça peut être aussi un signal d'alerte. Et moi, je sais que j'ai toujours voulu faire bonne figure, montrer que tout allait bien, etc. Il y a peut-être une ou deux fois, je crois, où j'ai craqué devant quelqu'un de proche parce que la pression était telle, physique, mentale, etc., qu'en fait, on est, enfin, comme tu dis, il y a un moment, on n'a même plus envie de vivre. En fait, on est épuisé sur tous les plans. Donc, une fois, je crois, j'ai dû pleurer en disant j'en ai marre, faut que je parte de cette maison, faut que je parte de cette maison. Et enfin, c'était eux, hein, c'était des gens chez qui je passais beaucoup de temps. Et je crois ma sœur était là et j'ai dû pleurer en disant j'en peux plus, il faut que je m'en aille, il faut que je m'en aille. Mais je sais pas trop si elle a compris pourquoi. Mais et puis après, voilà, je me suis ressaisie et c'était reparti. Puis j'y suis retournée, hein, mais c'est triste. Alors peut-être juste pour te poser une question, Marie, sur un peu les red flags, les signaux d'alarme. On en a déjà mentionné quelques-uns, donc notamment le fait de pas forcément oser parler à des personnes proches et de confiance. T'en avais mentionné d'autres, je ne sais plus lesquelles, mais est-ce qu'il y en a d'autres peut-être auxquelles tu penses des choses enfin si je crois que tu avais parlé un petit peu des cris, de toute l'ambiance malsaine, enfin d'une ambiance vraiment de méchanceté, de pression, etc., négative et tout. Est-ce qu'il y a d'autres
d'autres signaux peut-être d'alerte auxquels tu penserais et qu'on pourrait partager avec les personnes qui nous écoutent? Oui, alors en fait, paradoxalement, à cette méchanceté et ces cris constants, hein, c'était pas juste de temps en temps, c'était vraiment tout le temps. Il y avait à côté de ça des gestes ou des démonstrations d'affection. Alors, affection, je vais le mettre vraiment dans de grosses guillemets, complètement démesurées, avec des cadeaux extravagants, d'une valeur extravagante, avec aussi des paroles qui étaient qui me mettaient sur un piédestal. Alors, autant de la part du père de mes enfants que de la part de sa famille à lui. Vraiment, devant les gens, j'étais une personne extraordinaire, la meilleure qu'on puisse trouver. Enfin, vraiment, c'était à l'extrême, vraiment à l'extrême. Et je pense que c'est bien de savoir complimenter, etc. Donc moi, je me disais peut-être que c'est culturel, parce que bon, voilà, on n'a pas les mêmes cultures. C'est bien aussi de se faire des compliments, mais parfois ça allait vraiment trop, trop loin, enfin souvent. Et en fait, je pense que le red flag, et ça doit vraiment être cette démesure entre être mis sur un piédestal, que ce soit verbalement ou avec des démonstrations d'affection, des cadeaux complètement extravagants, etc. Et dans la minute qui suit, ou la demi-heure, ou ça peut être le lendemain, mais être traité comme la pire des personnes. Et en fait, je pense que ça doit être vraiment un grand red flag parce que bien évidemment que les compliments, c'est extrêmement agréable à recevoir, que c'est bien aussi d'en faire, qu'il faut en faire. Mais tout ça doit rester dans une juste mesure. Et en fait, c'est recevable de la part de personnes qui vont pas dans, justement, qui ne dépassent pas les limites. Et ça doit être un red flag et irrecevable de la part de personnes qui, justement, en fait, vont se servir de tous ces beaux gestes pour maintenir leur emprise. Et je sais que moi, à de nombreuses reprises, je me suis dit, mais regarde ce que cette personne a fait pour toi, regarde. Et on s'en servait aussi pour me faire rester, de me dire, ah, mais cette personne t'aime, regarde ce qu'elle a fait pour toi, regarde ce qu'elle dit de toi, etc. Oui, mais en fait, à côté de ça, il faut voir aussi le mal qui est fait. Parce que c'est facile enfin, le bien qui est fait ne doit pas servir à cacher le mal qui est fait. Et ça peut paraître très paradoxal, mais c'est vraiment, je pense, ça doit être un red flag, mais énorme, quand on voit enfin, une personne qui peut aller, j'ai envie de dire, dans de telles extrémités en termes de comportement, c'est vraiment, vraiment qu'il y a, je pense, un grand déséquilibre psychologique, affectif, émotionnel. Enfin, c'est grave. Et ça ne doit pas du tout être acceptable. Et c'est vrai qu'au départ, bah, je m'en servais un peu comme excuse de me dire, bon, bah, cette personne a fait ça pour moi, etc. Et à la fin, au contraire, ça me sautait vraiment aux yeux de me dire, là, c'est pas possible, il y a vraiment, vraiment un souci. Et quand tu parlais tout à l'heure, Thérèse, aussi de moments où les personnes se ressaisissent ou montrent que quand elles ont peur de perdre l'autre ou qu'elles sentent qu'il n'y a plus d'emprise, elles redeviennent gentilles, etc. Ça, je l'ai vécu un petit peu aussi. Alors, c'était vraiment de très courts moments, mais en fait, c'est devenu un red flag à la fin. Au départ, je m'en servais comme excuse. Et à la fin, c'est devenu un red flag aussi, justement, en parlant de ces divergences de comportement, de me dire, mais c'est incroyable comment la personne peut essayer de se rattraper en devenant la plus gentille de la Terre en l'espace d'une seconde, et la seconde d'après, redevenir atrocement méchant, insultant et aller dans des extrêmes, des menaces extrêmement graves, etc. Donc voilà, je pense que vraiment ça doit faire partie d'un des red flags les plus importants. Et aussi ce dont je voulais parler en termes de violence, c'est que je pense qu'il est très important de pas attendre que la violence physique arrive. Alors la limite entre la violence physique et la violence psychologique, elle est extrêmement faible parce que 80% du temps, 99% du temps même, j'ai envie de dire, la violence psychologique, quand elle arrive à ce stade-là, elle touche aussi, elle atteint aussi la violence physique. Mais c'est vrai que elle est tout aussi grave. Elle a été classée par les neurologues aujourd'hui tout aussi grave, voire bien plus grave que la violence physique au niveau des impacts et des traumatismes cérébraux que la violence psychologique engendre. Mais ce que je voulais dire, c'est que vraiment, ce que je voulais préciser, la violence psychologique, elle atteint quasiment toujours, elle porte toujours atteinte quasiment à la violence physique et que voilà, faut pas attendre, pardon, d'en arriver à cet extrême-là
pour qu'il y ait un déclenchement parce que souvent, c'est trop tard après. Et, euh, et donc voilà, c'est ce que je trouvais important de préciser aussi. Exactement. Et en fait, donc déjà, ne pas attendre d'en arriver à la violence physique, la violence psychologique est tout aussi grave. Et comme tu le disais, quand on subit des violences psychologiques à un point avancé, Est-ce que tu m'entends, Pauline? oui, 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 je t'entends. Quand on subit des violences psychologiques à un point avancé, eh bien, ça va devenir physique dans le sens où ça va vous épuiser. Vous allez vouloir vous faire du mal aussi. Il y a des gens qui commencent à se scarifier ou autres, ou à avoir des pensées suicidaires parce que justement, ils sont trop poussés à bout, tout simplement. Sauf que c'est presque vous qui vous infligez la violence physique, mais en résultat de toutes les violences psychologiques que vous avez vécu. Et puis ce fait de, comme tu dis, de passer vraiment d'être sur un piédestal à être une serpillière, euh, eh bien ça, bon, déjà vraiment c'est un signal d'alarme énorme. On peut avoir des défauts, dire à son conjoint, à sa collègue, à une amie, peu importe, à un membre de sa famille. Évidemment, on n'est pas là pour se mettre sur les piédestals les uns des autres, mais on peut voilà aimer une personne, l'apprécier, lui faire des compliments, lui dire aussi ses défauts, hein, voilà. Mais en fait, ça reste équilibré, ça reste sain, S-A-I-N. Et vraiment, cette espèce de dichotomie, enfin, on a vraiment l'impression que la personne, elle change d'un coup de registre et vraiment passer à de tels extrêmes. Ça aussi, c'est extrêmement fatigant, déjà, psychologiquement. C'est aussi culpabilisant. On en avait parlé dans nos discussions aussi. Je me souviens de tout ce qui était autour de la fatigue. C'est des personnes aussi pour vous garder sous leur emprise. Tu parlais parfois de faire des réunions de travail à 3 heures du matin parce que un tel l'a décidé. Et puis voilà, tout le monde doit se plier aux exigences, mais complètement absurdes et stupides, quoi. Pourquoi à 3 heures du matin, tout le monde doit se lever pour faire une réunion de travail? Enfin, c'est complètement, voilà. Mais ce sont des personnes qui instaurent dans votre vie finalement une absence complète de rythme et plus largement une absence complète de repères. C'est-à-dire que vous n'avez plus rien auquel, enfin, il n'y a plus aucune chose à laquelle vous pouvez vous raccrocher. La personne, elle est tellement instable, elle change tellement tout le temps que vous ne pouvez pas limite, vous pouvez même pas vous dire, bon, bah, elle est toujours méchante ou elle est toujours en colère, parce qu'en fait, ça varie d'un jour à l'autre. Vous ne pouvez pas avoir un rythme sain enfin, c'est un truc un petit peu, ça peut paraître bête peut-être aux personnes qui nous écoutent, mais un rythme sain au niveau des repas, au niveau des relations aux autres, au niveau de ce qu'on fait dans la journée. Enfin, rester sur le canapé à rien faire jusqu'à, je sais pas, 18 heures, et puis après, hop, la journée commence, puis à 2 heures du matin, on fait des réunions. Enfin, ça peut paraître peut-être absurde pour certaines personnes, mais je vous assure que quand on est dedans et qu'on le vit, en fait, tous nos repères sont brouillés. On en arrive à un niveau de fatigue qui est tellement élevé, enfin fatigue physique et psychologique, qu'en fait, limite, on accepte tout aussi. En fait, on est résigné parce qu'on se dit, de toute façon, j'ai même plus la force. C'est trop tard, j'ai plus la force, je peux plus rien faire. Et quand on essaye un peu de se rebeller, de dire quelque chose, de mettre des limites, en fait, ça nous retombe dessus, c'est encore pire qu'avant ou quoi. Donc, bon, c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de mettre les limites dès le début des relations, quelle que soit la relation, qu'elle soit professionnelle, amicale, familiale, etc. Peut-être que parfois, ça vous paraîtra être des détails, mais sachez qu'il vaut mieux mettre des limites tout à fait claires et tout à fait saines et tout à fait charitables. D'ailleurs, c'est pas rejeter les gens, c'est pas dire des choses affreuses, mais juste mettre des limites saines dès le départ et montrer que vous êtes une personne forte qui ne se laissera jamais marcher sur les pieds, qui pourra accepter de faire des sacrifices, des efforts quand il faut, et il n'y a pas de souci pour ça, mais en tout cas qui mettra toujours de bonnes limites. Et si vous le faites dès le départ, c'est sûr que ce sera beaucoup plus facile. Alors, ça peut paraître difficile pour certains caractères de mettre des limites, de s'affirmer, etc. Mais pourtant, c'est vraiment super important. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que tu voulais rajouter par rapport à cette expérience-là. On parlera du côté reconstruction, l'après, ce qui s'est passé, etc., dans un podcast différent, voilà, qui sera peut-être un peu plus euh, positif pour montrer un petit peu ce qui se passe après, le travail de Patricia, de la profileuse, et puis tout ce côté pour donner un peu de l'espoir aussi que la vie, elle s'arrête pas là et que tu as réussi à te reconstruire. Enfin, c'est encore en cours, mais voilà. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses peut-être que tu voudrais ajouter
avant de parler dans le prochain podcast du sujet reconstruction. Non, écoute, ça me semble, ça me semble très clair et j'ai beaucoup aimé là ce que tu as partagé à la fin. C'est extrêmement juste. En fait, tu as vraiment mis les mots sur ce que je voulais dire aussi. Et c'est vrai que c'est un peu encore difficile d'avoir le recul nécessaire parfois pour moi pour poser les mots justes. Et je pense qu'il y aurait tellement de choses à dire que ça pourrait prendre des heures et c'est pas forcément le but. Donc là, je pense que le plus important est dit. Et il y a quelque chose qui me venait à l'esprit quand tu parlais des limites, c'est que en fait, je pense que dans une relation saine, déjà, comme on l'a dit au départ, les limites sont acceptées et on peut en discuter sans qu'il y ait aucune peur. Et on peut, enfin, la communication en fait doit être fluide normalement. Et dès qu'il y a autant de limites à poser, ça devrait aussi être un red flag de se dire que voilà, une personne saine et équilibrée, normalement, ça devrait être assez fluide. Bien évidemment, il y a toujours des soucis, il y a toujours des épreuves à surmonter, des incompréhensions dans un couple et tout, ça fait partie de la vie. Par contre, voilà, quand ça dépasse les limites comme ça devrait aussi faire partie du red flag. Mais bon, comme on l'a dit dès le départ, hein, apprendre dès le départ et pas laisser les choses aller trop loin, malheureusement. Surtout quand après il y a des enfants qui se retrouvent là-dedans, c'est très compliqué. Mais oui, voilà. Je voulais aussi ajouter le sentiment de peur duquel j'ai pas parlé, mais qui doit être un grand, grand red flag. C'est vrai que euh, là, ça peut être des peurs inexpliquées de notre part quand on a tendance à tout excuser. C'est-à-dire qu'à la fin, ça a fait partie d'un de mes red flags aussi qui m'a poussée à partir. C'est vraiment que j'étais constamment dans la peur, mais de façon inexpliquée, alors que je n'avais rien à me reprocher. Et en fait, ce sentiment-là, il m'envahissait complètement à tel point que quand j'entendais la clé dans la serrure, mon corps se mettait à trembler. J'étais dans un état nerveux. C'est ce dont tu parlais tout à l'heure, Thérèse aussi, c'est qu'on est vraiment poussé à l'épuisement physique, à l'épuisement psychologique. C'est une situation en fait qui nous pousse à bout sur tous les plans. Et en fait, où même notre corps somatise tout ça. Et je pense que c'est très, très important d'en parler aussi parce que ce sentiment, quand on le ressent, c'est vraiment, ça doit être vraiment un red flag et nous mettre en état d'éveil et nous dire voilà, de partir très loin, quoi. Je Ouais. pense vraiment que Ouais, dans une relation saine, ça n'est pas normal d'avoir constamment peur de quelqu'un. Moi, je me souviens, donc bon, c'était avec un des membres de la famille, enfin de cette même famille, et moi, c'était la peur dès que je recevais dès que je voyais son nom s'afficher sur mon téléphone, en fait, que ce soit un message ou un appel. En fait, ça y est, j'avais la tension qui montait, je devenais presque comme paralysée et je me disais qu'est-ce qui va me tomber dessus. Et j'avais peur du moindre message ou du moindre appel parce qu'en fait, je savais que la personne allait m'embrouiller. Je savais que la personne, elle allait ou me faire des remarques, ou être méchante, ou me chercher des noises pour rien du tout. La jalousie aussi, être extrêmement jaloux, mais pour des trucs, mais vraiment, mais tellement stupide et hors de propos, quoi. Enfin, vraiment des choses, mais tellement absurdes. Je pense qu'il y a ce côté-là aussi dont on n'a pas parlé. Mais parfois, il y a des absurdités telles qu'en fait, on ne sait pas quoi dire ou quoi répondre. Tellement c'est... Alors, c'est même pas idiot le mot, c'est juste absurde. C'est des choses qui sont tellement décalées par rapport à la réalité qu'en fait, on ne sait même plus comment réagir, tellement la personne va dire une chose. Euh, je crois que tu m'avais donné l'exemple par rapport un petit peu aux mensonges ou aux absurdités, mais la personne, elle te dit avec tellement d'aplomb, ça c'est une lampe, alors qu'en fait, c'est un tapis, mais elle te le dit avec tellement d'aplomb en te faisant vraiment passer pour une idiote et une moins que rien, qu'en fait, limite, tu commences toi-même à croire que la lampe, bah oui, en fait, c'est pas une lampe, c'est un tapis, c'est moi qui me trompe. Tellement la personne, elle rentre dans la tête, etc. Donc oui, effectivement, attention aux absurdités et attention à bah, tout ce qui est la peur, en fait. Si vous avez peur du contact ou même du contact physique, hein, si la personne s'approche de vous, enfin, en l'occurrence aussi, évidemment, si c'est votre mari ou votre épouse, mais que la personne s'approche de vous et que vous êtes mort de trouille, c'est pas normal non plus. Donc merci d'avoir rappelé ce red flag important. merci beaucoup, Thérèse. Je pense qu'on a fait le point.
Bah, avec grand plaisir. Si vous avez d'autres idées, vous qui nous écoutez, selon vos expériences, etc., si vous avez des astuces, des conseils, d'autres red flags que vous voulez mentionner, n'hésitez pas. On va beaucoup en mentionner dans les prochains podcasts du mois d'octobre. D'ailleurs, au début du podcast, j'ai dit, oh, il y a beaucoup de podcasts ces derniers temps avec des maris, mais c'est parce que je les ai déjà enregistrés, mais ils n'ont pas encore été publiés. Mais donc, ils seront publiés au mois d'octobre aussi. Et n'oubliez pas une chose, ce sont des personnes, parce qu'on a toujours beaucoup de pitié pour ces gens-là. Je ne sais pas pourquoi. Ils attirent notre pitié et c'est ça qui fait aussi qu'on a peut-être du mal à mettre des limites. Sachez que ces personnes pendant que vous avez pitié d'elle et que vous dites oh là là, la pauvre, le pauvre, etc., ce sont des personnes qui se nourrissent de vos souffrances, de vos peurs. Et pendant que vous avez pitié d'eux en disant ah, mais non, quand même, c'est pas possible de faire le mal volontairement et consciemment comme ça. Non, 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 c'est pas possible, je peux pas y croire. Il y a certainement une explication. Il faut avoir de l'indulgence. Sachez bien que pendant ce temps-là, ces personnes-là se moquent de vous, se rient de vous et se nourrissent de votre souffrance, de voir la peur dans vos yeux, de voir la domination et le pouvoir qu'ils ont sur vous. Donc n'ayez aucune pitié pour ces personnes. Ça ne veut pas dire d'être violente à votre tour ou de dépasser des limites, absolument pas, mais juste pas de pitié pour ces personnes, juste la charité chrétienne minimum et le respect minimum à la limite. Mais vraiment, en tout cas, ces personnes se nourrissent et j'allais presque dire, ouais, jouissent de votre souffrance et de votre malheur et des malheurs que eux vous infligent. Donc n'ayez pas de remords et de pitié envers ces personnes qui sont mauvaises. Et bien sûr, on ne l'a pas précisé avec Marie, mais on en parlera d'ailleurs peut-être dans le prochain podcast, mais n'hésitez pas à vous tourner. Tu t'en as un petit peu parlé, donc que toi, tu avais quand même été suivi par une psychologue quand tu étais encore dans cette relation et que tu n'étais pas encore parti et que ça t'avait quand même soutenu. Donc n'hésitez pas à avoir recours à des professionnels pour vous aider. Et aussi, il y a des associations pour les femmes battues, etc. Donc, on en parlera aussi peut-être la prochaine fois, mais donc n'hésitez vraiment pas à avoir recours à des personnes professionnelles, des personnes qui peuvent vous protéger et vous aider dans ces difficultés. Merci beaucoup Marie. On se retrouvera donc au mois d'octobre ou de novembre pour reparler donc du sujet de l'après. Comment on fait pour partir concrètement, qu'est-ce qui se passe et comment on se reconstruit après de telles épreuves. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Merci beaucoup, Thérèse. Merci à toi et merci à toutes les personnes qui nous écoutent. J'espère que ce témoignage pourra aider les personnes qui pourraient vivre la même chose. Voilà. Mm. Et n'ayez plus peur, hein, pour les personnes qui nous écoutent, n'ayez plus peur. Soyez courageuse, mettez des limites et si besoin, n'hésitez pas à intervenir en commentaire ou à nous parler en message privé ou par mail sans aucun problème. Et on vous dit à très bientôt pour un nouveau podcast.